Les premiers rayons de soleil se glissèrent à travers les lourds rideaux, mais Auguste Reynain n'en avait cure. Pour lui, chaque jour était identique depuis que Clara était décédée. Cela faisait 1 an, une année entière à vivre comme un fantôme dans son propre manoir. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. La demeure était bien trop vaste pour un seul homme. 3 étages, 7 chambres, une bibliothèque, un bureau où il n'entrait plus et un jardin que personne n'entretenait. Les fleurs que Clara avait tant aimées n'étaient plus que des branches sèches, un peu comme lui-même. Auguste jeta un coup d'œil au réveil sur sa table de chevet, 10h15 du matin. Peu importait, il pouvait rester au lit toute la journée, comme il l'avait fait si souvent. À 40 ans, l'homme d'affaires autrefois prospère qui faisait la une des magazines économiques n'était plus qu'une ombre se cachant parmi les murs de marbre et les rideaux tirés. « Bonjour, monsieur Reynain, dit Martha, la gouvernante, en frappant légèrement à la porte. « J'ai apporté votre petit déjeuner. Laissez-le simplement dehors. »« Merci, » répondit-il, pas d'humeur à voir qui que ce soit. Martha était la seule personne encore autorisée à entrer dans la maison. Malgré cela, Auguste limitait leur contact au minimum. Elle venait 3 fois par semaine, laissait des repas préparés, faisait le ménage essentiel et repartait, respectant toujours son silence. Le téléphone sonna pour la 5e fois ce matin-là. Auguste savait qui c'était, Thomas, son associé dans l'entreprise, tentant une fois de plus de le convaincre de revenir. Le répondeur se déclencha, « Auguste, c'est encore moi. Nous avons besoin de toi ici. La situation est compliquée. S'il te plaît, rappelle-moi quand tu entendras ce message. » Auguste regarda le téléphone comme s'il s'agissait d'un objet étrange. L'entreprise qu'il avait bâtie avec tant d'efforts, Reynain Technologies, ne signifiait plus rien pour lui. Le jour des funérailles de Clara, il avait signé une procuration donnant plein pouvoir à Thomas et n'était jamais retourné au bureau. Avec difficulté, il se leva et se rendit à la salle de bain. Le miroir lui renvoya l'image d'un homme qu'il reconnaissait à peine, mal rasé, les yeux cernés, amaigri. Pas étonnant que Martha le regardât toujours avec inquiétude. La maison était plongée dans un silence qui semblait tissé dans ses murs. Les pas d'Auguste résonnaient dans les couloirs vides alors qu'il descendait. Dans le salon, tout était resté exactement comme Clara l'avait laissé. Le livre qu'elle lisait était toujours marqué à la page 143, le châle bleu plié sur l'accoudoir du canapé. Auguste ne permettait pas à Martha de toucher à ces choses. Dans la cuisine, il ouvrit le réfrigérateur et prit une bouteille d'eau. Il n'avait pas faim, il l'avait rarement. Il retourna au salon et s'enfonça dans le fauteuil en cuir, fixant le jardin négligé à travers la fenêtre. Dehors, le monde continuait. À l'intérieur, le temps s'était arrêté. Auguste ferma les yeux et vit Clara. Il la voyait toujours, son sourire, ses cheveux bruns tombant sur ses épaules, la façon dont elle lui touchait le visage avant de l'embrasser. Puis, comme un film cruel se répétant sans cesse, il revoyait l'hôpital, les visages sombres des médecins, le mot inopérable, et enfin, le cercueil descendant dans la terre. Le cancer avait emporté Clara en 3 mois. Trop vite pour se préparer, mais juste assez longtemps pour qu'il voie la souffrance dans ses yeux. La veille des funérailles, Auguste avait placé le collier de saphir autour de son cou, celui qu'il lui avait offert pour leur premier anniversaire de mariage. Clara adorait ce collier, elle disait que la pierre était de la même couleur que ses yeux. Elle devrait le garder pour toujours, murmura Auguste pour lui-même, se souvenant comment il avait insisté pour que le collier soit enterré avec Clara, malgré tous les conseils déconseillant de laisser des objets de valeur dans un cercueil. Le soleil était déjà haut quand Auguste réalisa qu'il avait passé des heures assis dans la même position. La maison semblait chaude, étouffante. Soudain, il se sentit suffoqué par ses murs. Il avait besoin d'air. Sans trop réfléchir, il attrapa les clés de la voiture dans un bol près de l'entrée, au même endroit où Clara les laissait toujours. Son Audi noir était poussiéreuse dans le garage. Depuis combien de temps n'avait-il pas conduit? Des semaines, peut-être des mois. Il démarra le moteur, qui tout sauta en signe de protestation avant de rugir. Il ouvrit le portail automatique et sortit, plissant les yeux face à la lumière vive du soleil. Les rues du quartier cossu où il vivait étaient calmes ce mardi matin. Grande maison, jardin bien entretenu, voiture de luxe garée dans les allées. Auguste conduisait sans but. Il n'avait pas de destination, juste un besoin soudain de bouger. Il passa devant le café où Clara et lui prenaient leur petit déjeuner du dimanche. Il passa devant le parc où ils se promenaient main dans la main. Chaque coin de rue ravivait un souvenir. Sans s'en rendre compte, il s'éloigna des quartiers huppés. Les maisons devinrent plus petites, les rues moins soignées.
Il ne connaissait pas cette partie de la ville, mais continua de rouler, comme si quelque chose l'attirait. Il s'arrêta à un feu rouge et regarda autour de lui. Il se trouvait dans une modeste zone commerciale, une laverie automatique, une petite épicerie, un atelier de réparation. Des gens ordinaires menant des vies ordinaires. Des vies qui continuaient, contrairement à la sienne. Dès que le feu passa au vert et qu'il tourna à droite, Auguste vit quelque chose qui le fit piler net. Sur le trottoir, devant une boutique fermée, adossée au mur, se trouvait une petite fille. Elle semblait dormir, recroquevillée comme un chaton, portant un manteau bien trop grand pour sa petite taille. Auguste gara la voiture précipitamment. Quelque chose dans cette scène le troublait profondément. Un enfant seul, dormant dans la rue. Il chercha des yeux un adulte qui pourrait être responsable d'elle, mais le trottoir était vide, à l'exception d'elle. Il s'approcha lentement, ne sachant pas quoi faire. La fillette ne paraissait pas avoir plus de 5 ans. Elle avait des cheveux sombres et emmêlés, des vêtements simples et usés, un visage sale, mais une expression sereine pendant son sommeil. « Bonjour » appela doucement Auguste, s'accroupissant à une distance respectueuse. La fillette ouvrit lentement les yeux, ne montrant aucune peur. Des yeux verts curieux se fixèrent sur Auguste avec un calme surprenant pour un enfant dans cette situation. « Salut » dit-elle en se redressant et en se frottant les yeux. « Ça va ? Tu es toute seule ici ?» demanda Auguste, regardant à nouveau autour de lui. La fillette haussa les épaules, un geste qui semblait trop ample pour son petit corps. « Je vais bien » dit-elle simplement. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il. « Léna » répondit-elle en ajustant le manteau trop grand. C'est alors qu'Auguste le vit. Autour du cou de la fillette, partiellement caché par le col du manteau, se trouvait un collier. Pas n'importe quel collier. Le collier de saphir de Clara. La même pièce unique qu'il avait placée sur sa femme avant l'enterrement. Le monde sembla tourner autour de lui. C'était impossible. Ce collier avait été enterré avec Clara. Comment cette fillette pouvait-elle l'avoir? Ce collier? Commença Auguste, la voix tremblante, où l'as-tu eu? Léna baissa les yeux, touchant le petit saphir bleu. Je l'ai trouvé dans une poubelle, il y a longtemps. Il est joli, non? Dans une poubelle, répéta Auguste, incrédule. Oui, près de cet endroit où ils mettent les gens qui sont morts, le cimetière. Elle parlait du cimetière. Auguste sentit un frisson le parcourir. C'était impossible. Personne n'aurait pu voler le collier du cercueil. Sauf si, non, il ne voulait même pas envisager la possibilité d'un vol de sépulture. C'était trop révoltant pour y penser. « Puis-je le voir » demanda Auguste, tendant une main tremblante. Léna hésita un instant, puis retira la chaîne par-dessus sa tête et lui tendit le collier. Il n'y avait aucun doute. C'était le collier de Clara. Le petit saphir ovale entouré de minuscules diamants, la délicate chaîne en or blanc, au dos, les initiales gravées qu'il avait demandées. « C et A, il est à toi » demanda Léna, observant l'expression d'Auguste. « Il appartenait à ma femme » répondit-il, la voix étranglée par l'émotion. « Elle ne l'aime plus » Auguste sentit des larmes lui brûler les yeux. « Elle est décédée il y a 1 an. » « Oh » dit Léna doucement. « C'est un très beau collier. » Il y avait quelque chose chez cette fillette, un calme étrange, une présence qu'Auguste ne pouvait expliquer. Il tenait le collier dans sa main, sentant son poids, se souvenant comment il scintillait au cou de Clara. « As-tu faim » demanda-t-il soudain, réalisant que la fillette n'avait probablement pas mangé depuis des heures. Léna hocha timidement la tête. « Viens avec moi, allons de trouver quelque chose à manger. » Auguste n'avait aucune idée de ce qu'il faisait, emmenant l'enfant d'une inconnue pour un repas. Il aurait dû appeler la police ou les services sociaux. Mais le collier, cette coïncidence impossible, il sentait qu'il ne pouvait pas la laisser là. Il emmena Léna dans un petit restaurant voisin. La serveuse regarda d'un œil soupçonneux la fillette dépenaillée et l'homme à l'air fatigué, mais ne dit rien en prenant leur commande, un sandwich, des frites et un milkshake pour Léna, juste un café pour Auguste. Tandis que Léna mangeait avec appétit, elle sembla se détendre. Ses pieds se balançaient sous la chaise, trop courts pour atteindre le sol. De temps en temps, elle jetait un regard curieux à Auguste, mais ne parlait pas beaucoup. « Où dors-tu » finit-il par demander. Léna haussa de nouveau les épaules. « Dans des endroits. »« Quels endroits ?»« Où je peux. Parfois dans le parc, parfois près de la boulangerie parce qu'il donne du pain le matin. » Le cœur d'Auguste se serra. Si petite, si vulnérable, survivant dans la rue. « Personne ne s'occupe de toi ?» Léna baissa la tête,
traçant des motifs sur la condensation de son verre de milkshake. Plus maintenant. Auguste prit une profonde inspiration. Il n'avait pas besoin d'en savoir plus pour l'instant. L'histoire complète viendrait avec le temps, si nécessaire. Ce qui importait, c'est que cet enfant était seul, abandonné, dormant dans la rue. « Léna, dit-il, sans vraiment réfléchir, voudrais-tu venir chez moi? Juste le temps que nous trouvions un endroit sûr pour toi ?» Ses yeux s'illuminèrent un instant, puis elle parut méfiante. « Ta maison est grande? » « Oui, elle est assez grande. »« Il y a d'autres adultes là-bas? » ?»« Non, juste moi. Et Martha qui vient faire le ménage. » Léna sembla considérer l'offre avec un sérieux qu'aucune enfant de 5 ans ne devrait avoir. « D'accord, dit-elle finalement. Mais est-ce que je peux garder le collier? C'est la seule jolie chose que j'ai. » Auguste regarda le collier dans sa main. C'était le dernier cadeau matériel qu'il avait de Clara. Pendant 1 an, il avait vécu lié au passé, aux souvenirs, à la douleur. Et maintenant, cette petite personne était apparue de nulle part, avec le collier de Clara, comme un signe qu'il ne pouvait comprendre. « Oui, répondit-il en lui rendant le collier. Tu peux le garder. » Alors qu'il quittait le restaurant, Léna prit naturellement sa main, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Sa petite main était chaude, vivante. Auguste réalisa que c'était le premier contact humain significatif qu'il avait eu depuis des mois. Sur le chemin du retour vers la voiture, Auguste savait qu'il devrait penser aux implications légales, aux responsabilités, à ce qu'il fallait dire aux autorités. Mais tout ce qu'il ressentait, c'était quelque chose qui s'agitait en lui, quelque chose qu'il croyait mort avec Clara. En aidant Léna à monter dans la voiture et en attachant sa ceinture de sécurité, Auguste n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Il savait seulement que, pour la première fois depuis 1 an, il faisait autre chose que simplement exister. Il agissait. Il ressentait. Et quand Léna lui sourit, un sourire fatigué mais sincère, Auguste Reyna sentit une étincelle de vie dans sa poitrine glacée. La maison vide aurait désormais une nouvelle présence, peut-être, juste peut-être, le silence commencerait à se briser. Le portail du manoir s'ouvrit automatiquement à l'approche de l'Audi d'Auguste. Léna, assise sur le siège passager, la ceinture de sécurité bien serrée autour de son petit corps, regardait par la fenêtre, les yeux écarquillés. L'allée était longue et bordée de vieux arbres dont les ombres dansantes se déplaçaient sur l'asphalte alors que le soleil de fin d'après-midi commençait à décliner. « Waouh » murmura-t-elle, « on dirait un château. » Auguste observa la réaction de la fillette du coin de l'œil. C'était étrange de voir sa maison à travers les yeux d'un enfant, une propriété qui était devenue simplement un lieu où exister plutôt qu'un lieu où vivre. « C'est trop grand pour une seule personne », commenta-t-il, plus pour lui-même que pour Léna. La maison se dressait imposante au bout de l'allée, un bâtiment de style victorien de 3 étages avec de hautes fenêtres et un large porche d'entrée. Le jardin, autrefois impeccable, montrait des signes évidents de négligence, une herbe envahissante et inégale, des arbustes difformes, des fleurs fanées que personne ne prenait la peine d'enlever. Auguste se gara dans le spacieux garage. Pendant tout le trajet, son esprit avait oscillé entre l'incrédulité face à ce qu'il faisait et un étrange sentiment de paix. Il avait ramené chez lui une enfant inconnue, une fillette de 5 ans qu'il avait trouvée dormant sur le trottoir, portant le collier de Clara. « Entrons », dit-il en aidant Léna à sortir de la voiture. Elle lui prit à nouveau la main, comme si elle l'avait fait des centaines de fois. Ses petits pas suivaient ceux d'Auguste, ses yeux absorbant tout avec une curiosité silencieuse. Le collier de saphir brillait doucement contre sa peau chaque fois que la lumière le touchait. Auguste ouvrit la porte arrière menant à la cuisine. Léna entra timidement, ses yeux parcourant chaque détail. Les armoires en bois sombre, le comptoir en marbre, les appareils électroménagers en acier inoxydable rarement utilisés. Une seule pomme reposait dans une corbeille à fruits et la lumière de l'après-midi se glissait paresseusement à travers les fenêtres poussiéreuses. « Tu vis ici tout seul ?» demanda-t-elle d'une petite voix dans ce grand espace. « Oui, répondit Auguste, juste moi. »« C'est vraiment grand, » dit Léna en étirant le mot, tout en tournant lentement sur elle-même pour tout embrasser du regard. « Martha vient 3 fois par semaine pour nettoyer et laisser de la nourriture, » expliqua Auguste, remarquant que la cuisine, bien qu'impeccable, avait l'air stérile d'un espace rarement utilisé. « Mais elle ne vit pas ici. »« Qui est Martha ? » ?»« C'est la gouvernante. Elle travaille pour moi depuis longtemps. » Léna hocha la tête comme si cela avait parfaitement du sens. Ses petits doigts touchèrent le comptoir en marbre, laissant des empreintes temporaires qui disparurent rapidement. Auguste la conduisit à travers la maison.
Ils passèrent par la salle à manger avec sa longue table en bois qui n'avait accueilli personne depuis des mois, le lustre en cristal qui n'avait pas été allumé pour un dîner depuis une éternité, les chaises parfaitement alignées attendant des invités qui ne venaient jamais. « Tu manges ici ?» demanda Léna, observant la grande table qui pouvait accueillir une douzaine de personnes. « Non, » admit Auguste, « je mange habituellement dans la cuisine ou au bureau. »« Ou peut-être que tu ne manges pas » observa Léna, le regardant avec ses yeux vert perçants. Auguste fut décontenancé par la remarque perspicace de la fillette. En effet, bien des fois, il oubliait simplement de manger. Ils continuèrent vers le salon principal avec ses canapés en cuir, sa cheminée inutilisée et ses lourds rideaux qui bloquaient la plupart de la lumière. C'était un espace élégant, rempli de meubles coûteux et d'œuvres d'art soigneusement sélectionnées, mais il y avait une fine couche de poussière dans les coins que Martha ne parvenait pas tout à fait à atteindre et une atmosphère de désuétude qu'aucun nettoyage ne pouvait masquer. Dans chaque pièce, Léna regardait autour d'elle sans dire un mot, absorbant simplement chaque détail avec ses yeux attentifs. Elle paraissait si petite et fragile au milieu des grands espaces et des meubles imposants. « Ça, c'est la bibliothèque », indiqua Auguste en désignant une double porte en bois sombre. « Et cette porte mène au jardin arrière. » Léna s'approcha d'une des fenêtres, jetant un coup d'œil à travers une fente dans les rideaux. « Pourquoi fait-il si sombre ici ? Il y a encore du soleil dehors. » Auguste hésita. Il ne se souvenait pas exactement quand il avait commencé à garder les rideaux fermés. Peut-être quand la lumière du soleil était devenue trop douloureuse après la mort de Clara. Ou peut-être quand il avait réalisé qu'il ne supportait pas de voir le monde continuer alors que le sien s'était arrêté. « Je préfère comme ça », dit-il finalement. Lorsqu'ils atteignirent le hall principal avec l'escalier menant au deuxième étage, Léna s'arrêta et lâcha la main d'Auguste. Elle se tourna lentement, contemplant le haut plafond, le vieux lustre, les tableaux au mur et les portes fermées menant à d'autres pièces. Le hall était impressionnant, avec son sol en marbre, son escalier incurvé et ses hautes fenêtres laissant entrer des rayons de lumière dorée à travers des rideaux partiellement tirés. C'était le cœur de la maison, d'où partaient tous les autres espaces. C'était aussi la pièce la plus imprégnée de l'absence de Clara. Son doux parfum floral y flottait autrefois, et le son de ses pas descendant l'escalier était souvent la première chose qu'Auguste entendait le matin. Léna termina son inspection silencieuse puis, avec la franchise abrupte d'une enfant, dit « Cette maison a l'air triste ». Auguste déglutit difficilement. Des mots si simples touchèrent quelque chose de profond en lui. C'était exactement ça. La maison était triste, tout comme lui. Trop grande, trop silencieuse, trop froide. Oui, fut tout ce qu'il réussit à dire. Léna le regarda avec une compréhension bien au-delà de ses 5 ans. Il n'y avait aucune pitié dans son regard, juste une reconnaissance. « La dame qui s'occupait de moi avait aussi une maison triste », dit Léna en se rapprochant d'Auguste. Mais elle avait beaucoup de chats. Les chats faisaient du bruit et du désordre, ça la rendait un peu moins triste. Une lueur de sourire effleura le visage d'Auguste. « Je n'ai pas de chat, dit-il. Aucun animal de compagnie. » Ce n'est pas grave, répondit Léna. Je suppose que personne ne reste triste pour toujours, n'est-ce pas? Auguste ne sut quoi répondre. Pendant 1 an, il avait vécu exactement cela, une tristesse permanente, une douleur qui ne s'apaisait jamais, un deuil qui remplissait chaque centimètre de la maison et de son existence. L'idée que sa tristesse puisse ne pas durer éternellement lui semblait trop lointaine, trop impossible. « Veux-tu manger quelque chose d'autre ?» demanda-t-il, changeant de sujet. « Ou peut-être prendre un bain ?»« Un bain ?» décida Léna en baissant les yeux sur ses mains sales. « Ça fait longtemps que je n'ai pas pris un vrai bain. » La simplicité de sa déclaration peina Auguste. Un enfant si jeune ne devrait pas avoir à passer longtemps sans un vrai bain. Il conduisit Léna à la salle de bain des invités au rez-de-chaussée. C'était une pièce spacieuse avec du marbre blanc partout, une grande baignoire et des murs en miroir. Des serviettes blanches moelleuses reposaient parfaitement pliées sur des étagères en verre et des produits de bain coûteux, jamais utilisés, trônaient dans d'élégants petits flacons. « Waouh !» dit Léna, souriant pour la première fois depuis leur arrivée. « On dirait la salle de bain d'une princesse. »« Je vais te faire couler un bain, » dit Auguste, soudain conscient qu'il n'avait aucune idée de comment s'occuper d'un petit enfant. Quelle était la bonne température de l'eau? Quelle quantité de savon devait-il utiliser? Aurait-elle besoin d'aide? Il visa un juste milieu, eau tiède, ni trop chaude ni trop froide, et plaça des serviettes propres à portée de main. Il trouva un savon parfumé à la lavande qui semblait plus doux que les autres et le posa sur le rebord de la baignoire. « Tu peux te baigner toute seule ?»
demanda-t-il, se sentant maladroit et incertain. Bien sûr, répondit-elle comme si c'était la question la plus évidente du monde. J'ai 5 ans, je ne suis pas un bébé. Il y avait quelque chose à la fois de triste et d'admirable dans cette indépendance forcée chez une si jeune enfant. D'accord, dit Auguste avec un léger sourire. Je vais te trouver des vêtements. Les tiens sont assez sales. Il laissa Léna dans la salle de bain et se dirigea vers ce qui avait été la chambre de Clara. Il s'arrêta devant la porte, prenant une profonde inspiration avant de tourner la poignée. C'était la première fois depuis des mois qu'il entrait dans la pièce. Tout était exactement comme elle l'avait laissé, les crèmes sur la commode, les livres sur la table de chevet, la faible trace de son parfum flottant encore. L'air était immobile, comme si le temps s'était figé dans cet espace particulier. Auguste pouvait presque voir Clara assise sur le bord du lit, se brossant les cheveux comme elle le faisait chaque soir avant de dormir. Avec une sensation d'oppression dans la poitrine, Auguste ouvrit le placard. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il cherchait parmi les vêtements de Clara quelque chose qui pourrait convenir à Léna, même si ce n'était que pour l'instant. Il trouva un t-shirt en coton bleu clair qui pourrait servir de robe à la fillette. Il porta le tissu à son visage un instant, espérant y déceler l'odeur de Clara, mais ne détecta que le doux parfum de l'adoucissant que Martha utilisait. Même cela s'estompait avec le temps. Quand il retourna à la salle de bain, il frappa à la porte. « Léna, je t'ai apporté quelque chose à mettre. Tu peux entrer. » Léna était enveloppée dans une grande serviette, paraissant encore plus petite. Ses cheveux sombres étaient mouillés et peignés, et son visage fraîchement lavé révélait des taches de rousseur sur son nez qu'Auguste n'avait pas remarqué auparavant. Sans la couche de saleté, elle paraissait encore plus vulnérable et jeune. « C'est tout ce que j'ai pour l'instant, dit-il en lui tendant le t-shirt. Demain, nous pourrons t'acheter des vêtements. Merci, répondit-elle en prenant le vêtement avec soin. Je peux m'habiller toute seule. Auguste hocha la tête et recula dans le couloir. Pendant qu'il attendait, la réalité de la situation commença à peser sur lui. Que faisait-il? Il avait ramené chez lui une enfant abandonnée sans prévenir personne, sans passer par les canaux officiels. Il aurait dû appeler les services sociaux ou la police. Pourtant, quelque chose en lui résistait. L'apparition de cette fillette portant le collier de Clara lui semblait trop importante pour être ignorée. La porte s'ouvrit et Léna sortit. Le t-shirt de Clara, transformé en robe, lui tombait jusqu'aux genoux. Les épaules tombaient, mais elle semblait contente. « C'est doux, dit-elle en passant la main sur le tissu. Et ça sent bon ?» Auguste déglutit difficilement, se demandant si Léna pouvait aussi détecter une trace persistante du parfum de Clara. « C'est un peu grand, observa-t-il. Ce n'est pas grave, j'aime les grands vêtements. Ça me donne de la place pour grandir. » La simplicité pratique de sa remarque fit légèrement sourire Auguste. Il marcha à côté d'elle pour retourner au salon. Le soleil commençait à se coucher, rendant la maison encore plus sombre avec les rideaux fermés. Auguste alluma quelques lumières, mais l'espace semblait toujours lugubre. « Tu dois être fatigué, dit-il. Nous pourrons installer une chambre demain, mais pour ce soir, le canapé devra faire l'affaire. » Ce n'est pas grave, répondit Léna en regardant le grand canapé en cuir. Il a l'air confortable, et c'est mieux que le sol. Une fois de plus, Auguste sentit un pincement de douleur en pensant aux nuits que cette petite enfant avait dû passer à dormir dans des endroits bien pires. Il alla chercher un oreiller et une couverture douce dans l'armoire à linge. En les arrangeant sur le canapé pour Léna, il réalisa qu'il ne savait pas quoi faire d'autre. Devait-il lui lire une histoire? Lui demander si elle s'était brossé les dents? Quels étaient les protocoles pour une enfant de 5 ans? Voudrais-tu de l'eau ou quelque chose avant de dormir? Demanda-t-il, se sentant maladroit. Non merci, dit Léna en grimpant sur le canapé et en s'asseyant en tailleur. Puis-je te demander quelque chose? Bien sûr. Qu'est-il arrivé à ta femme? La question directe prit Auguste au dépourvu un instant. Il sentit la douleur familière monter dans sa poitrine, cette sensation de ne plus pouvoir respirer chaque fois qu'il parlait de Clara. Elle est tombée malade, dit-il simplement, s'asseyant dans un fauteuil près du canapé. C'était un cancer. Les médecins ont essayé, mais... Sa voix se brisa. Ma maman est morte aussi, dit Léna, le surprenant par son calme pour une si jeune enfant. Ça fait plus d'1 an. On n'était que toutes les deux. La simplicité avec laquelle elle parlait de sa perte frappa Auguste profondément. Cette petite enfant avait affronté une douleur similaire à la sienne. Je suis désolé, dit-il. Elle est tombée très malade, continua Léna, tripotant le bord de la couverture.
À l'hôpital, elle m'a fait un bisou et m'a dit que tout irait bien. Mais ensuite, elle ne s'est jamais réveillée. La douce lampe du salon projetait des ombres délicates sur le visage de Lena, soulignant ses traits fins. Il n'y avait pas de larmes dans ses yeux alors qu'elle parlait de sa mère. Peut-être avait-elle déjà pleuré tout ce qu'elle pouvait. Et ensuite, demanda-t-il doucement. Ensuite, je suis allé vivre avec la dame au chat. Elle était gentille, mais elle est devenue trop vieille et a dû aller dans un endroit pour les personnes âgées. Elle ne pouvait pas m'emmener avec elle. Lena haussa les épaules, ce geste d'adulte sur un corps d'enfant. Alors, je suis resté seul. Auguste sentit un nœud se serrer dans sa gorge. Combien de nuits cette enfant avait-elle passé seule dans la rue? Quelle peur avait-elle ressentie? Tu n'es plus seul maintenant, dit-il, sans vraiment penser à ce que cela impliquait. Lena le regarda avec ses yeux verts perçants, comme pour évaluer la sincérité de ses paroles. Toi non plus, répondit-elle simplement. Sa réponse fut si directe et si vraie qu'Auguste sentit comme si quelque chose s'était fissuré en lui. Il avait été seul, vraiment seul, si longtemps qu'il avait oublié ce que c'était que de partager un espace avec un autre être humain, respirant le même air, apportant de la vie dans des murs silencieux. Ils restèrent silencieux quelques minutes. Ce n'était pas un silence inconfortable, mais plutôt un silence partagé, comme s'ils comprenaient tous les deux le langage de la perte. Dehors, le jour laissa finalement place à la nuit, et les premières étoiles apparurent à travers une fente dans les rideaux. « Je crois que je vais dormir maintenant », dit finalement Lena en s'allongeant et en tirant la couverture jusqu'à son menton. « Bonne nuit, monsieur Auguste. »« Bonne nuit, Lena », répondit-il en se levant. « Si tu as besoin de quoi que ce soit, je serai à l'étage. »« Quelle chambre ?»« Il y en a beaucoup. La deuxième porte à droite après les escaliers. » Lena hocha la tête, mémorisant l'information. « D'accord, mais je n'aurai besoin de rien. Je suis une bonne dormeuse. » Auguste sourit sincèrement pour la première fois de la journée. Une bonne dormeuse, alors. Il borda la couverture autour d'elle et éteignit les lumières principales, ne laissant qu'une petite lampe allumée dans un coin. Le collier de saphir reposait contre le cou de Lena, captant la douce lumière dans son bleu profond. En montant les escaliers, Auguste ressentit un étrange mélange d'émotions. Il y avait quelque chose de réconfortant à savoir qu'il n'était plus seul dans la maison, même si ce n'était que pour cette nuit. Ses pas résonnaient dans le couloir à l'étage, un son qu'il n'avait pas vraiment écouté depuis des mois. Habituellement, il était trop engourdi par les médicaments pour le remarquer. Dans sa chambre, Auguste s'assit sur le bord du lit, regardant le flacon de pilules sur sa table de chevet. Les petites pilules blanches, d'apparence innocente, avaient été ses compagnes constantes pendant un an. Pendant 12 mois, il n'avait pas dormi sans elles. Le sommeil naturel était devenu un étranger, et seuls les sédatifs lui apportaient un repos sans rêve, sans souvenir, sans Clara. Mais ce soir, les choses semblaient différentes. Ce n'était pas seulement la présence de Lena, c'était ce qu'elle représentait, une enfant qui, comme lui, portait une perte immense, mais qui, d'une manière ou d'une autre, continuait d'avancer. Une petite fille qui dormait sur les bancs des parcs et pouvait encore sourire et dire « On ne peut pas rester triste pour toujours ». Auguste prit le flacon, sentant son poids familier dans sa main. Il le tourna lentement, entendant le léger cliquetis des pilules à l'intérieur. Puis, dans un geste décisif, il le reposa sur la table sans l'ouvrir. Ce soir, il essaierait de dormir sans aide chimique. Il s'allongea et éteignit la lumière. Dans le noir, ses pensées tourbillonnaient autour des événements de la journée. L'envie inexplicable de conduire, la découverte de Lena, le collier qui aurait dû être enterré avec Clara. Il y avait quelque chose dans cette chaîne d'événements qui semblait significatif, comme si l'univers essayait de lui dire quelque chose. Puis, les mots simples de Lena résonnèrent dans son esprit, « Cette maison a l'air triste. » C'était vrai. La maison était aussi imprégnée de deuil que lui. Chaque pièce, chaque objet, chaque ombre portait l'absence de Clara. Pendant un an, il avait transformé le manoir en mausolée, un lieu où le temps ne bougeait pas et où la joie ne pouvait entrer. Maintenant, sur le canapé du salon, en bas, il y avait une petite fille qui, malgré son propre chagrin, parlait de ne pas rester triste pour toujours. Une enfant qui avait perdu autant que lui, et qui pourtant trouvait encore de la place pour l'espoir. Auguste se tourna dans le lit, cherchant une position confortable. Son corps, habitué aux sédatifs, protestait contre cette tentative de sommeil naturel, mais son esprit était étrangement calme. En bas, Lena dormait, une enfant qui avait perdu sa mère tout comme il avait perdu sa femme. Deux âmes brisées sous le même toit. Il y avait quelque chose à la fois de poétique et de triste là-dedans. Et peut-être, juste peut-être, une faible note d'espoir,
comme les premières notes d'une chanson oubliée depuis longtemps. Auguste ne sut pas quand le sommeil le gagna finalement, mais pour la première fois depuis un an, il s'endormit sans médicaments. Et tandis que l'obscurité l'enveloppait, il n'y eut pas de cauchemar, juste un repos profond et sans rêve. En bas, dans le salon, Léna dormait, blottie dans la couverture, le collier de saphir brillant doucement contre son cou. Son visage était serein, comme si, malgré ses quelques années et ses nombreuses épreuves, elle savait qu'elle était exactement là où elle devait être. Deux âmes en deuil, séparées par un simple étage, unies par une perte similaire, dormaient dans une maison qui semblait triste. Mais peut-être, juste peut-être, la tristesse ne durerait pas éternellement. Le troisième jour au manoir, Rena commença par un rayon de soleil perçant les rideaux du salon. Léna se réveilla tôt, se frottant les yeux en s'ajustant sur le canapé qui lui servait de lit depuis quelques jours. Le silence dominait toujours la maison, mais il était différent maintenant, ce n'était plus un silence d'abandon, mais de repos. La petite fille plia soigneusement la couverture et le drap qu'elle avait utilisé et les posa sur l'oreiller. Ses pieds nus ne firent presque aucun bruit sur le sol froid alors qu'elle se promenait dans le salon, remarquant des détails qu'elle pouvait maintenant voir plus clairement à la lumière du matin. Tout paraissait si gris, les murs clairs, les meubles sombres, les lourds rideaux, le tout dans des tons sobres et sans vie. Même les quelques tableaux au mur ressemblaient à des paysages pâles aux couleurs douces et délavées. Léna jeta un coup d'œil par la fenêtre et vit le contraste entre l'intérieur de la maison et le monde extérieur. Le jardin, même négligé, éclatait de couleurs. Vert, jaune, violet, rose. Des fleurs poussaient chaotiquement parmi les hautes herbes, survivantes obstinées de la négligence. C'est alors qu'une idée germa dans l'esprit de Léna. La maison avait besoin de couleurs. Elle avait besoin de vie. Se déplaçant silencieusement, elle déverrouilla la porte menant à l'arrière-cour et sortit. L'air matinal était frais et la rosée lui mouilla les pieds alors qu'elle marchait sur l'herbe. Elle s'accroupit près d'un parterre de fleurs où des fleurs sauvages de diverses sortes avaient pris le dessus. Soigneusement, elle commença à cueillir quelques marguerites blanches, de petites fleurs violettes dont elle ne connaissait pas le nom, des pissenlits jaunes vifs et un peu de feuillage vert. Elle fit un petit bouquet coloré dans ses mains. De retour dans la cuisine, Léna ouvrit les placards jusqu'à ce qu'elle trouve ce qu'elle cherchait, des verres. Grands, petits, larges, étroits. Elle les remplit d'eau du robinet et y répartit les fleurs. Un arrangement simple mais vivant. Elle plaça un verre de marguerite sur la table de la cuisine, un autre avec des fleurs violettes dans la salle à manger, un troisième rempli de pissenlits sur la table basse du salon. Ainsi, elle alla, semant de petites touches de couleur dans toute la maison, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus de fleurs. Satisfaite de son travail, mais sentant toujours qu'il manquait quelque chose, Léna chercha du papier et des crayons. Elle trouva une pile de papier blanc dans le bureau qu'Auguste lui avait brièvement montré la veille, ainsi que des crayons de couleur dans un tiroir. Parfait. Elle s'assit par terre dans le salon et commença à dessiner. Des maisons, des fleurs, le soleil, des nuages souriants, un chat, tout ce qui lui venait à son esprit de 5 ans. Chaque dessin était une explosion de couleurs et de formes simples, une pure expression de joie enfantine. Quand elle eut terminé, elle regarda son travail, 10 dessins vifs, prêts à apporter de la vie à la maison terne. Auguste se réveilla plus tard qu'il ne l'avait prévu. Sans les pilules, son corps semblait rattraper des nuits de sommeil agité avec des heures de repos supplémentaires. Un instant, il se sentit désorienté. Quelque chose était différent, quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait identifier. Puis il se souvint de Léna. La fillette était en bas, dormant sur le canapé. La petite fille avec le collier de Clara. Il se leva rapidement, inquiet qu'elle ait pu se réveiller effrayée dans un endroit étrange. Il s'habilla et descendit précipitamment, passant encore ses doigts dans ses cheveux. Léna, appelait-il en arrivant en bas de l'escalier. « Je suis là », répondit une petite voix venant du salon. Auguste se dirigea vers le salon et s'arrêta sur le seuil, surpris par ce qu'il voyait. Léna était assise par terre, entourée de dessins colorés. Mais ce n'était pas la seule différence. Tout le salon paraissait transformé. Il y avait des fleurs dans des verres partout, de petits arrangements de fleurs sauvages qui ajoutaient des touches de couleurs vives à l'espace autrefois monotone. Les rideaux étaient partiellement ouverts, laissant la lumière du matin danser sur les meubles. Et au centre de tout cela, une fillette de 5 ans souriait en brandissant un dessin. « Bonjour, dit Léna. J'ai fait des choses pendant que tu dormais. » Auguste regarda autour de lui, absorbant les changements. Au lieu de l'irritation à laquelle il se serait attendu, il se sentait habituellement agité chaque fois que Martha suggérait des modifications, il ressentit autre chose. Quelque chose comme un soulagement. « Je vois que tu as été occupé »,
commenta-t-il en s'approchant. La maison avait besoin de couleurs, expliqua Léna avec la simplicité d'une enfant. Pour qu'elle ne soit pas si grise. Auguste ramassa l'un des dessins par terre. Il représentait une maison colorée sous un soleil souriant. À une autre époque, il l'aurait peut-être trouvé trop enfantin pour son salon élégant. Maintenant, cela semblait exactement ce dont la pièce avait besoin. « Est-ce que je peux les mettre sur les murs » demanda Léna en désignant ses dessins. « Je promets de ne rien utiliser qui les abîmera. » Auguste hésita brièvement. Clara avait toujours été très pointilleuse sur les murs, préférant des œuvres d'art correctement encadrées. Pourtant, pour une raison quelconque, l'idée de Léna de scotcher ses dessins sur les murs du manoir ne le dérangeait pas comme cela aurait pu être le cas autrefois. « C'est d'accord » acquiesça-t-il. « Nous pouvons utiliser du ruban adhésif. J'en ai dans le tiroir du bureau. » Les yeux de Léna s'illuminèrent. « Vraiment ? Je peux, pour de vrai ? » « Oui », confirma Auguste, surpris par sa propre acceptation calme de ses œuvres enfantines dans sa maison autrement formelle. Ensemble, ils partirent à la recherche de rubans adhésifs et commencèrent à coller les dessins. Un soleil souriant sur le mur de la cuisine, une maison colorée près de l'entrée principale, des fleurs, dessinées et réelles, dans le salon. Chaque dessin apportait un peu plus de vie aux pièces auparavant stériles. « Regarde » dit Léna en lui montrant un autre dessin. « C'est moi et toi. » Auguste regarda le papier. Deux bonshommes allumettes, un grand, un petit, se tenaient la main sous un ciel bleu. Le plus petit portait ce qui ressemblait au collier de saphir, représenté par un cercle bleu vif. « C'est nous » acquiesça-t-il, sentant quelque chose d'étrange dans sa poitrine. Pas de la douleur, comme il s'y serait attendu chaque fois qu'il formait de nouveaux liens, mais quelque chose de plus doux, de plus tendre. Pendant que Léna continuait de décorer la maison, Auguste prépara le petit déjeuner, œufs, toast, jus d'orange. De la vraie nourriture, pas seulement du café noir comme il en avait l'habitude depuis des mois. Il mangea avec Léna à la table de la cuisine, maintenant égayé par un verre de marguerite. « Tu portes toujours mon t-shirt » observa-t-il, notant qu'elle continuait d'utiliser le vieux t-shirt de Clara comme robe de fortune. « Je l'ai lavé dans la salle de bain hier soir » expliqua-t-elle. « Avec du savon. Ce n'est pas parfait, mais au moins il ne sent pas mauvais. » Auguste sourit. « Eh bien, nous t'achèterons de nouveaux vêtements aujourd'hui. Je pourrais les choisir ? » Bien sûr. Après le petit déjeuner, pendant qu'Auguste lavait la vaisselle, Léna reprit sa mission de transformation de la maison. Elle trouva des coussins dans un placard de rangement et commença à les placer sur le sol du salon, créant de petits coins douillets parmi les meubles formels. « Que fais-tu » demanda Auguste en la regardant traîner un grand coussin vers le centre du salon. « Je fais des endroits confortables » répondit-elle comme si c'était évident. « Les chaises sont trop dures et trop grandes, et le canapé est froid. » En effet, le mobilier du manoir avait été choisi plus pour l'esthétique que pour le confort. Clara aimait les lignes épurées et les tissus sophistiqués, préférant cela à tout ce qui était trop douillet. « Est-ce que ça te dérange » demanda soudain Léna, inquiète en voyant l'expression pensive d'Auguste. « Je peux les remettre. »« Non » dit-il rapidement. « Ça ne me dérange pas. Tu peux les laisser. » Et c'était la vérité. Il ne se souciait vraiment pas des changements qui, autrefois, l'auraient ennuyé et rendu anxieux pour l'ancien ordre. Maintenant, il semblait rafraîchissant. C'était comme si la maison respirait enfin à nouveau après une longue immersion. En la regardant transformer l'espace, Auguste réalisa quelque chose d'extraordinaire. Pour la première fois depuis un an, il ne ressentait pas le besoin de tout garder exactement comme Clara l'avait laissé. Les petits changements ne lui donnaient pas l'impression d'effacer son souvenir. Au contraire, il semblait libérer la maison du poids de son absence. Après être allé dans un grand magasin voisin pour acheter des vêtements à Léna, où elle choisit des pièces colorées et pratiques, ils retournèrent au manoir. Léna, maintenant vêtue d'un jean neuf et d'un t-shirt rouge, regarda le jardin par la fenêtre de la cuisine. « On peut aller dehors » demanda-t-elle en pressant son visage contre la vitre. Auguste suivit son regard. Le jardin avait autrefois été la fierté et la joie de Clara, son projet personnel. Après sa mort, il pouvait à peine se résoudre à le regarder, encore moins à s'en occuper. L'herbe était envahissante, les plantes difformes, des feuilles mortes s'entassaient dans les coins. Il reflétait parfaitement son deuil négligé. « C'est vraiment en désordre » dit-il en hésitant. « On peut le réparer » suggéra Léna, les yeux brillants d'enthousiasme. « Je sais comment m'occuper des plantes. » La dame au chaman apprit. Auguste réfléchit un instant.
Oui, le jardin en avait besoin. Et, curieusement, s'en occuper ne lui semblait pas être une trahison à la mémoire de Clara. Au contraire, cela ressemblait à un hommage. D'accord, acquiesça-t-il. Voyons ce que nous pouvons faire. Léna frappa dans ses mains de joie et courut vers la porte arrière. Auguste la suivit plus lentement, un mélange d'anticipation et d'appréhension tourbillonnant en lui. Cela faisait si longtemps qu'il n'avait pas vraiment été dans ce jardin, pas seulement en le regardant depuis les fenêtres. L'air était frais et parfumé quand ils sortirent. Malgré la négligence, les plantes de Clara étaient résilientes. Beaucoup survivaient et même fleurissaient d'une manière sauvage et négligée. « C'est si grand !» s'exclama Léna en tournant en rond les bras écartés. « Et il y a tellement de fleurs !» Auguste regarda l'espace à travers ses yeux et vit non pas l'abandon qui le tourmentait, mais la beauté sauvage qui en était née, des rosiers grimpant sur les clôtures, de la lavande poussant en tout hirsute, et de minuscules fleurs sauvages prospérant parmi les plantes plus grandes. « Ma femme aimait les fleurs, » dit-il, les mots venant plus facilement que prévu. C'était son endroit préféré. Léna arrêta de tourner et le regarda, écoutant attentivement. « C'est elle qui les a toutes plantées ?» demanda-t-elle. « La plupart, répondit Auguste. Elle passait des heures ici. Elle disait que les fleurs lui parlaient. Au lieu de trouver cela étrange, Léna sourit. « Elle parle vraiment, dit-elle sérieusement. Juste pas avec des mots. » Auguste sentit une pression dans sa poitrine, pas douloureuse, mais un sentiment de reconnaissance. C'était exactement le genre de choses que Clara dirait. « Que devrions-nous faire en premier ?» demanda-t-il, surpris par sa propre volonté. Léna regarda autour d'elle, réfléchissant. « On peut enlever les feuilles mortes et arracher les mauvaises herbes. Ensuite, on arrose tout. » Auguste trouva des outils de jardin dans la petite remise au fond du jardin, tous couverts de poussière, intacts depuis un an. Il y avait des sécateurs, des gants, des râteaux et des pelles de différentes tailles. Il en choisit quelques-uns pour Léna et retourna là où elle attendait. « As-tu déjà utilisé des outils de jardin ?» demanda-t-il en lui tendant une petite truelle. « Oui, répondit-elle en la saisissant avec assurance. Chez la dame au chat, j'aidais avec les plantes. Elle me laissait creuser des trous. » Ils commencèrent à travailler côte à côte. Léna se concentra sur un parterre de fleurs, enlevant les feuilles mortes et les mauvaises herbes avec ses petites mains déterminées. Auguste s'attaqua à l'herbe envahissante et aux bordures des parterres, surpris de voir comment les gestes lui revenaient. Il avait aidé Clara dans ce même jardin de nombreuses fois. Le soleil monta plus haut, et bientôt ils furent tous les deux en sueur et couverts de terre. Mais il y avait quelque chose de profondément satisfaisant dans le travail physique, dans le fait de voir la transformation visible s'opérer sous leurs efforts. « Regarde ce que j'ai trouvé !» s'exclama Léna après un moment, désignant un petit parterre qu'elle avait découvert sous une couche de feuilles mortes. « Il y a des petits bourgeons qui sortent. » Auguste s'approcha et vit de petites pousses vertes perçant juste le sol fraîchement déblayé. C'étaient des tulipes, les préférées de Clara. Elle les plantait toujours pour qu'elles fleurissent au printemps. « Ce sont des tulipes, » expliqua-t-il en s'accroupissant à côté de Léna. « Elles commencent juste. Dans quelques semaines, elles auront de grandes fleurs colorées. »« On s'en occupera jusqu'à ce moment-là ?» demanda Léna, les yeux remplis d'une attente pleine d'espoir. Sa question portait plus de poids qu'elle ne le savait. S'occuper des tulipes jusqu'à leur floraison signifiait que Léna resterait. Cela signifiait un engagement, une continuité, un avenir. « Oui, » répondit Auguste, surpris par la fermeté de sa propre voix. « Nous nous en occuperons ensemble. » Le sourire de Léna fut radieux. Elle retourna à son travail avec un enthousiasme renouvelé, parlant aux plantes alors qu'elle les libérait de leur couverture de feuilles mortes. Auguste la regarda un instant. Cette petite fille, venue de nulle part, portant le collier de Clara, apportait la vie non seulement à la maison, mais à lui aussi. C'était comme si chaque coussin par terre, chaque dessin au mur, chaque fleur sauvage dans un verre était un petit acte de guérison. Pendant qu'il travaillait, Léna se mit à fredonner une douce mélodie, une chanson pour enfants sur les plantes et les fleurs. Sa voix était légère et un peu fausse, ce qui fit sourire Auguste. Quand Léna projeta accidentellement une poignée de terre en l'air, se barbouillant le nez, il ne put retenir un rire. Le son de son propre rire le surprit. Il était presque oublié. Léna le regarda, confuse au début, puis se mit à rire aussi, désignant son propre nez boueux. Bientôt, ils riaient tous les deux, sales sous le chaud soleil de l'après-midi. Auguste ressentit une légèreté qu'il n'avait pas éprouvée depuis plus d'un an. Ce n'était pas un bonheur complet, ni la fin de sa douleur, mais c'était quelque chose de nouveau, un moment de joie authentique au milieu du chagrin. Et là,
Parmi les fleurs que Clara avait aimées, Auguste sentit sa présence, non pas comme un fantôme douloureux ou un souvenir obsédant, mais comme une essence douce et aimante, comme si elle leur souriait, approuvant la petite révolution colorée qu'une fillette de 5 ans créait dans leur vie. « Je pense que ta femme serait contente de revoir les fleurs », remarqua Léna, comme si elle lisait dans ses pensées, tout en plantant une petite pousse dans la terre fraîchement déblayée. « Oui », acquiesça Auguste, ressentant une paix inattendue. Elle adorait ça. Pour la première fois depuis la mort de Clara, penser à elle n'apportait pas seulement de la douleur, mais aussi de la gratitude et de l'amour, et la certitude qu'elle voudrait que le jardin et la vie continuent de fleurir. La nuit tomba sur le manoir Rhéna. Auguste était assis sur le porche arrière, une tasse de thé à la main, regardant les étoiles commencer à apparaître dans le ciel qui s'assombrissait. Le jardin devant lui ne paraissait plus si abandonné après les heures de travail que Léna et lui y avaient consacrées. Les feuilles mortes avaient été déblayées, les mauvaises herbes arrachées, et les parterres de fleurs retrouvaient leur forme définie. Léna était à l'intérieur, prenant un bain après une journée passée à jouer dans la terre et les fleurs. Auguste pouvait entendre sa voix aiguë fredonner une mélodie enfantine à travers les murs, un rappel qu'il n'était plus seul. C'était incroyable tout l'espace qu'une enfant de 5 ans pouvait remplir, non seulement physiquement mais aussi émotionnellement. En quelques jours seulement, Léna avait transformé toute l'atmosphère de la maison. Auguste se leva et rentra. La maison qui, pendant un an, avait ressemblé à un mausolée, respirait à nouveau. Des fleurs sauvages dans des verres apportaient des touches de couleurs vives, d'autres dessins, les nouvelles créations de Léna, ornaient les murs, des coussins colorés étaient éparpillés sur le sol. C'était une nouvelle vie pour l'espace autrefois stérile. Les rideaux n'étaient plus complètement fermés, Léna les avait ouverts, laissant la lumière inonder les pièces pendant la journée. Les maisons ont besoin de respirer, avait-elle expliqué avec la simple sagesse d'une enfant. Auguste traversa le salon, notant combien chaque petit changement semblait naturel, comme si la maison avait attendu tout cela. Les traces de Clara étaient toujours partout, les tableaux qu'elle avait choisis, les livres qu'elle avait lus, l'organisation qu'elle préférait. Mais maintenant, elle se mêlait à l'énergie renouvelée que Léna avait apportée. Comment cela se produit-il ? Murmura-t-il pour lui-même, touchant légèrement l'un des dessins colorés de Léna scotchés au mur. Il y a une semaine, l'idée de changer quoi que ce soit dans sa maison l'aurait rendu anxieux et en colère. Toute modification lui semblait être une trahison de la mémoire de Clara, comme si déplacer un coussin signifiait l'effacer un peu plus du monde. Mais maintenant, étrangement, ces changements lui donnaient l'impression d'honorer sa mémoire plutôt que de l'effacer. Le bruit de la douche cessa, et bientôt Léna apparut dans le couloir, vêtue d'un pyjama neuf qu'ils avaient acheté en même temps que ses nouveaux vêtements. « Terminé », annonça-t-elle, les cheveux encore humides. « J'ai enlevé toute la terre de sous mes ongles. Regarde. » Elle tendit ses petites mains pour qu'Auguste les inspecte, un geste innocent et confiant qui lui serra la poitrine. « Très bien, la loua-t-il en examinant ses doigts maintenant propres. Tu dois être fatigué après tout ce travail dans le jardin. » Un peu, admit Léna en bâillant. Mais c'était amusant. On peut continuer demain ? Bien sûr. Auguste la regarda se diriger vers le canapé, qui lui servait toujours de lit. Léna s'était attachée à cet endroit, arrangeant ses quelques affaires autour, des dessins, des crayons de couleur et un petit ours en peluche qu'ils avaient acheté avec ses vêtements. En la voyant se préparer pour une autre nuit sur le canapé, Auguste prit une décision. « Léna, appela-t-il, voudrais-tu ta propre chambre ?» Ses yeux s'écarquillèrent, pétillants de surprise et d'espoir. « Une vraie chambre ? Pour moi ? » « Oui, » confirma Auguste. « Nous avons beaucoup de pièces de rechange ici. Je pense que tu mérites ton propre espace, et pas seulement un canapé. »« Je peux choisir laquelle ?» demanda-t-elle, rebondissant déjà d'excitation. Auguste sourit. « Allons voir nos options. » Ils montèrent ensemble, Léna lui tenant fermement la main. Au deuxième étage, il y avait 4 chambres en plus de la suite parentale où dormait Auguste. L'une avait été la chambre de Clara, intacte depuis sa mort. Une autre était une chambre d'amis occasionnelle. 2 avaient été convertis en bureaux, l'un pour Auguste et l'autre pour Clara, qui avait travaillé comme éditrice de livres. Auguste ouvrit la porte du bureau de Clara. C'était une pièce spacieuse avec une grande fenêtre donnant sur l'arrière-cour. Les murs étaient peints d'un bleu tendre, la seule pièce de la maison qui n'était pas dans des tons neutres. Un bureau élégant, des étagères et un fauteuil de lecture composaient le mobilier. Des manuscrits étaient encore empilés, des stylos toujours organisés dans des porte-crayons, des post-it avec l'écriture délicate de Clara encore collés sur des surfaces.
C'était le bureau de ma femme, expliqua Auguste. Elle travaillait ici. Léna entra timidement, regardant autour d'elle avec curiosité. Il y a tellement de livres, nota-t-elle en regardant les étagères remplies. Clara adorait lire, dit Auguste. Elle aidait aussi à faire des livres. Elle était éditrice. C'est quoi, une éditrice? Quelqu'un qui aide les écrivains à transformer leurs histoires en vrais livres. Léna hocha la tête, assimilant l'information. Elle passa ses doigts sur le bureau, sur les dos des livres de l'étagère inférieure, sur le tissu doux du fauteuil. C'est une jolie pièce, conclut-elle. Auguste observait chacune de ses réactions, s'attendant à ressentir de la culpabilité ou de la réticence à réaménager le bureau de Clara. Étonnamment, il n'en ressentit aucune. Au contraire, cela lui semblait juste. Cet espace, plein d'histoire et d'imagination, paraissait parfait pour une enfant créative comme Léna. « Voudrais-tu que ce soit ta chambre ?» demanda-t-il. Léna le regarda, le sérieux dans le regard. « Tu es sûr ? C'était à ta femme. » Sa préoccupation sincère toucha profondément Auguste. Voici une petite fille qui avait besoin d'un foyer, et pourtant elle s'inquiétait de ses sentiments. « Je suis sûr, dit-il fermement. Clara aurait adoré voir cette pièce remplie de vie à nouveau. Le sourire de Léna fut comme un lever de soleil. « Alors oui, j'aimerais beaucoup. » Nous devrons faire quelques changements, dit Auguste en regardant autour de lui. Enlever le bureau, apporter un lit. On peut garder les livres, demanda Léna, regardant les étagères avec espoir. Bien sûr. Tu aimes les livres? J'adore les histoires, confirma-t-elle. La dame au chat me lisait tous les soirs. Ensemble, ils planifièrent l'aspect de la chambre. Auguste alla chercher du papier et un crayon, et Léna dessina sa vision. Un lit près de la fenêtre, les étagères conservées, un espace au sol pour jouer, et beaucoup de couleurs. Nous commencerons à l'aménager demain, promit Auguste lorsqu'ils eurent terminé la planification. Pour l'instant, tu devras peut-être utiliser le canapé une nuit de plus. Ce n'est pas grave, acquiesça Léna facilement. J'ai l'habitude. Après avoir bordé Léna sur le canapé et lui avoir lu une histoire pour s'endormir, l'un des favoris d'enfance de Clara qu'il avait trouvé sur les étagères, Auguste monta dans sa propre chambre. Au lieu d'aller directement au lit, il s'arrêta près de la fenêtre donnant sur la rue calme. « Cette petite fille me fait revivre, » murmura-t-il à la vitre, voyant son reflet se superposer aux lumières lointaines de la ville. C'était vrai. Pour la première fois depuis un an, Auguste se sentait véritablement présent, non plus seulement existant, mais vivant, faisant des projets, pensant à l'avenir. Le poids écrasant du chagrin était toujours là, mais il ne le consumait plus complètement. Le lendemain, Auguste se réveilla avec une énergie renouvelée. Après le petit déjeuner, ils commencèrent à transformer le bureau. D'abord, ils vidèrent la pièce, enlevant le bureau et les autres objets qui ne seraient pas nécessaires dans une chambre d'enfant. Auguste emballa soigneusement les manuscrits et les objets personnels de Clara, non pas pour s'en débarrasser, mais pour leur donner une nouvelle place. Léna aida autant qu'elle le put, transportant de petits objets et donnant des instructions sur la façon dont elle voulait que les choses soient arrangées. Son excitation était contagieuse, et bientôt Auguste fut complètement absorbé par la tâche. Un voyage dans un magasin de meubles aboutit à l'achat d'un lit simple avec une tête de lit colorée, une petite commode pour les jouets et une lampe en forme d'étoile. Léna choisit un couvre-lit floral violet ainsi qu'un ensemble de coussins décoratifs soigneusement sélectionnés parmi des dizaines d'options. « N'est-ce pas trop ?» demanda Auguste alors que leur chariot commençait à se remplir. « Une chambre doit être douillette », déclara Léna avec assurance. « Elle a besoin de choses douces. » Qui était-il pour contester une telle sagesse? À la fin de la journée, la pièce était transformée. Le nouveau lit se trouvait sous la fenêtre, recouvert du couvre-lit violet et de divers coussins colorés. Les étagères étaient restées, avec maintenant de la place sur les étagères inférieures pour les quelques affaires de Léna. Un tapis doux recouvrait une partie du parquet, créant un coin confortable pour jouer. La lampe en forme d'étoile projetait une douce lueur lorsqu'elle était allumée. Léna scotcha ses dessins au mur, complétant la transformation. Ce qui avait été autrefois un espace formel et élégant était maintenant joyeux, accueillant et parfait pour une fillette de 5 ans. « Qu'en penses-tu » demanda Auguste, se tenant à la porte pendant que Léna tournait au milieu de la pièce, absorbant tout du regard. « Maintenant, cette pièce est heureuse, » déclara-t-elle, souriant si brillamment que cela illumina tout son visage. Auguste sentit quelque chose à la fois d'étrange et de familier dans sa poitrine,
une chaleur, un sentiment de plénitude, une certitude. C'était comme si une porte s'était ouverte en lui, une porte qui avait été verrouillée pendant trop longtemps. En regardant Léna, si petite et pourtant si courageuse, Auguste se sentit comme un père. Il ne le formula pas en mots, même pas dans son propre esprit, mais le sentiment était là, protecteur, aimant, engagé. Un lien non pas de sang, mais formé naturellement, comme les fleurs sauvages trouvant leur chemin à travers les pierres du jardin. Cette petite personne dépendait maintenant de lui, et étonnamment, il dépendait d'elle aussi, pour lui rappeler comment vivre, comment ressentir, comment regarder vers l'avant plutôt que de rester coincé dans le passé. Auguste n'oubliait pas Clara, il transformait sa douleur en quelque chose de nouveau, de vivant. Et ce faisant, il se transformait lui-même. Les jours au manoir Rhéna s'installèrent dans une nouvelle routine. Les matins commençaient par un petit déjeuner pris ensemble dans la cuisine désormais ensoleillée. Auguste ne gardait plus les rideaux fermés. Ensuite, il passait du temps dans le jardin, déjeunait, puis se reposait ou jouait à l'intérieur. Parfois, il s'aventurait en ville, explorant des endroits que Léna n'avait jamais vus. C'était un jeudi après-midi, 3 semaines après l'arrivée de Léna. Le ciel avait été nuageux toute la journée et une pluie légère avait commencé à tomber peu après le déjeuner, les empêchant de travailler dans le jardin. Auguste était dans son bureau, s'occupant de quelques papiers. Après des années d'absence, il commençait enfin à s'intéresser à nouveau à son entreprise. Léna, pendant ce temps, explorait la maison. Elle connaissait déjà chaque recoin du premier étage, mais le second recelait encore quelques mystères. Auguste lui avait expliqué que certaines portes restaient fermées parce qu'elles étaient remplies des souvenirs de Clara, ce qui était encore difficile pour lui. Léna respectait ses limites avec une maturité qui dépassait son âge. Cet après-midi-là, cependant, sa curiosité la conduisit au bureau d'Auguste. La porte était entr'ouverte et elle le vit, concentrée sur les papiers éparpillés sur son bureau. « Je peux entrer ?» demanda-t-elle en tapant doucement à la porte. Auguste leva les yeux, surpris, puis sourit. « Bien sûr. Je suis juste en train de revoir quelques contrats. »« C'est quoi, un contrat ?» demanda Léna en entrant et en regardant les papiers avec curiosité. « Ce sont des accords écrits entre les gens, » expliqua-t-il. « Ils disent ce que chaque personne doit faire. »« Ça a l'air ennuyeux, » dit Léna avec une franchise enfantine. Auguste gloussa. « Parfois, ça l'est. Mais c'est important. » Léna hocha la tête, acceptant son explication. Elle commença à explorer le bureau, examinant les objets sur les étagères, les livres et les petites sculptures qui décoraient la pièce. C'était un espace plus masculin, plus sobre que le reste de la maison, avec du bois sombre et des touches de cuir. « C'est quoi, ça ?» demanda-t-elle en désignant un globe terrestre orné. « C'est le monde, dit-il. Tous les pays et les océans. On habite ici ?» Léna fit tourner le globe au hasard et pointa un endroit. « Non, ça, c'est l'Australie. Nous, on est là. » Auguste tourna de nouveau le globe, lui montrant le bon emplacement. Léna continua d'explorer jusqu'à ce qu'elle atteigne un mur d'objets encadrés, principalement des diplômes, des récompenses et des photos d'Auguste lors d'événements d'entreprise. Mais en bas, dans un coin, il y avait une photo différente. C'était une photo de Clara. Elle se tenait dans un jardin, probablement celui-là même que Léna aidait à faire revivre, portant une robe légère, ses cheveux bruns brillant au soleil. Son sourire était radieux, débordant de vie. Autour de son cou, brillant sur sa peau claire, se trouvait le collier de saphir. Léna se figea, regardant attentivement la photo. Instinctivement, sa main se porta à son propre cou, où le même collier pendait maintenant. Auguste remarqua son silence soudain et suivit son regard, voyant quelle photo retenait si complètement son attention. L'oppression familière monta dans sa poitrine, mais ce n'était plus la même douleur aiguë qu'avant. C'était plutôt un mélange de nostalgie et de gratitude. « C'est elle, n'est-ce pas ?» murmura Léna, les yeux ne quittant jamais la photo. « Ta femme. » « Oui, » dit Auguste en se levant et en marchant vers l'endroit où se tenait Léna. « C'est Clara. Elle était vraiment jolie, » commenta Léna. « Et elle avait l'air heureuse. » « Elle était les deux, » acquiesça Auguste en regardant l'image de la femme qu'il aimait. C'était étrange comme il pouvait maintenant regarder la photo de Clara sans se sentir étouffé par la douleur. La tristesse demeurait, mais il y avait aussi de la place pour les bons souvenirs. Léna désigna le collier sur la photo. « Elle porte mon collier. » « C'était le sien, » corrigea doucement Auguste. Léna garda les yeux sur la photo tandis que sa main restait sur le saphir à son propre cou. « C'était le sien, » répéta-t-elle, plus comme une confirmation qu'une question.
Oui, c'était son préféré, dit Auguste, se souvenant du jour où il l'avait offert à Clara, comment ses yeux s'étaient illuminés au moment où elle avait ouvert la boîte, comment elle avait insisté pour le porter le jour même. Léna resta silencieuse un moment, pensive. Puis, avec un sérieux qui contrastait avec son visage enfantin, elle dit « Je crois qu'elle m'a amené ici ». Auguste regarda Léna, surpris par ces mots. Elle tenait toujours le collier entre ses doigts, son regard oscillant entre la photo et le pendentif. « Que veux-tu dire » demanda-t-il, curieux des pensées de l'enfant. « Je ne peux pas l'expliquer, » dit Léna en fronçant les sourcils. « Mais je pense qu'elle voulait que je te trouve. C'est pour ça que le collier a fini avec moi. » C'était une idée simple, presque superstitieuse, mais Léna parlait avec une conviction inébranlable. Auguste ne répondit pas verbalement. Il n'était pas sûr de quoi dire. Il n'était pas du genre à croire aux signes de l'au-delà ou aux messages des défunts. Il avait toujours été pratique, rationnel. Et pourtant, quelque chose dans sa poitrine se réchauffa et se dilata aux mots de Léna. Une partie de lui, peut-être le dernier fragment qui s'accrochait encore à l'espoir, acquiesça silencieusement. Peut-être que quelque chose de plus grand était en jeu. Peut-être que leur rencontre n'était pas une simple coïncidence. Peut-être que Clara, d'une manière qu'il ne pouvait comprendre, avait guidé cette petite orpheline jusqu'à sa porte, non pas pour la remplacer, mais pour l'aider à continuer à vivre. Léna ne sembla pas dérangée par le silence d'Auguste. Elle continua de fixer la photo, absorbant chaque détail du visage de Clara. Elle avait des yeux gentils, observa finalement Léna. Oui, acquiesça Auguste, sentant un sourire triste tirer sur ses lèvres. Elle voyait le meilleur en chacun. Comme toi, dit Léna en se tournant pour lui faire face maintenant. Auguste sentit une boule dans sa gorge. Il ne se voyait pas de cette façon. Au cours de la dernière année, il s'était complètement renfermé, incapable de voir quoi que ce soit au-delà de sa propre douleur. Il avait fallu une enfant de 5 ans pour lui rappeler qui il était autrefois. J'essaierai de l'être, promit-il, plus à lui-même qu'à Léna. La pluie continuait de tomber doucement dehors, un rideau argenté derrière les fenêtres. À l'intérieur du bureau, Auguste et Léna se tenaient côte à côte, regardant la photo de Clara. Une famille improbable, réunie par un collier de saphir et le souvenir d'une femme qu'ils aimaient tous les deux, chacun à sa manière. Et dans son cœur, Auguste sentit quelque chose de nouveau se déployer, non pas la certitude, mais la possibilité. Une possibilité que, peut-être, juste peut-être, Clara avait trouvé un moyen de prendre soin de lui, même après son départ. L'automne s'approfondissait dehors. Des feuilles dorées dérivaient lentement dans le jardin. À l'intérieur du manoir Rhénan, les radiateurs maintenaient les pièces au chaud. Léna était assise sur le tapis du salon, entourée de livres qu'elle avait descendus de sa nouvelle chambre. Ces dernières semaines, une nouvelle routine nocturne s'était installée. Avant le coucher, chaque soir, Auguste lisait une histoire à Léna. Ils avaient commencé par de simples contes de fées, mais Léna montra bientôt de l'intérêt pour des récits plus complexes. Sa capacité de compréhension stupéfiait Auguste. Elle posait des questions perspicaces et se souvenait de détails que la plupart des adultes auraient manqués. Ce samedi après-midi, Auguste se tenait près de la porte du salon, observant Léna tourner soigneusement les pages, étudiant les illustrations. Il y avait quelque chose de profondément émouvant à voir cette petite silhouette si complètement absorbée par le monde des histoires. « As-tu trouvé quelque chose d'intéressant » demanda-t-il finalement en entrant dans la pièce. Léna leva les yeux, ses yeux verts brillants d'excitation. Il y en a un avec des dragons, et un autre sur une fille qui va dans un endroit magique. Auguste sourit, s'asseyant sur un canapé voisin. « Lequel veux-tu que je lise ce soir ?»« Celui-ci. » Léna brandit un livre aux illustrations vives. C'était une histoire sur une fille qui découvre un jardin secret, l'un des favoris d'enfance de Clara. Auguste prit le livre, passant doucement ses doigts sur la couverture. « Bon choix. Celui-ci est spécial. » Léna hocha la tête, satisfaite de son approbation. Puis, elle attrapa un cahier et un crayon sur la table basse. Auguste regarda avec curiosité alors qu'elle ouvrait le cahier à une page blanche et plaçait le livre à côté. Le front plissé par la concentration, Léna commença à tracer des traits de crayon sur le papier. Ses petits doigts agrippaient trop fort le crayon et sa langue sortait légèrement au coin de sa bouche, signe d'un effort intense qu'il avait remarqué auparavant. En se penchant plus près, Auguste réalisa qu'elle essayait de copier le titre du livre, lettre par lettre. Ces lignes étaient tremblantes, inégales, formant des formes qui ressemblaient à peine à des lettres. Après plusieurs tentatives frustrantes, Léna laissa tomber le crayon et regarda Auguste avec un mélange d'embarras et de tristesse.
Je ne sais pas écrire, admit-elle doucement, sa voix faible. Il n'y avait aucun apitoiement sur soi dans ces mots, juste une constatation de fait. Le cœur d'Auguste se serra. Bien sûr qu'elle ne savait pas écrire. Elle n'avait que 5 ans, et d'après ce qu'elle avait dit, elle n'avait jamais été dans une véritable école. C'est quelque chose que tu peux apprendre, répondit-il doucement, glissant du canapé pour s'asseoir à côté d'elle sur le tapis. Veux-tu que je t'apprenne? Le visage de Léna s'illumina. Tu sais enseigner? Comme un professeur? Auguste sourit. Je ne suis pas professeur, mais j'ai appris à écrire une fois, et je peux te montrer comment. Il ouvrit le cahier à une page neuve et écrivit soigneusement l'alphabet en ligne, lettres majuscules et minuscules. Ce sont toutes les lettres que nous utilisons, expliqua-t-il. 26. Une fois que tu les connais, tu peux écrire n'importe quel mot. Toutes celles-là, demanda Léna, un peu dépassée par les lettres. Une à la fois, l'assura-t-il. Nous n'avons pas besoin de toutes les apprendre aujourd'hui. Il écrivit un A majuscule et un A minuscule en haut d'une nouvelle page. Commençons par A. C'est la première lettre de l'alphabet. Et aussi la première lettre de ton nom, Auguste, dit Léna. Et aussi la première lettre de l'alphabet, ajouta Auguste avec un sourire. Très bonne observation. Comment je fais? Demanda-t-elle en reprenant le crayon. Comme ça. Auguste guida sa petite main, lui montrant comment former la lettre. Tu vois, un trait vers le haut, un trait vers le bas et un trait au milieu. Léna essaya seule, sa langue sortant alors qu'elle se concentrait. Le premier a été tordu, le second légèrement meilleur. Très bien, l'encouragea Auguste. Continue de t'entraîner. Ils passèrent au L, la première lettre de son nom. Puis, N et A. En quelques minutes, Léna essayait d'écrire son propre nom, lettre par lettre, avec les conseils doux d'Auguste. Elle éplatait-elle lentement en écrivant. Quand elle eut terminé, elle regarda le résultat avec un pur délice. C'est mon nom. J'ai écrit mon nom. La joie dans sa voix était contagieuse. Auguste sentit une lueur chaleureuse dans sa poitrine qu'il n'avait pas ressentie depuis très longtemps. Oui, tu l'as fait, confirma-t-il. Et ce n'est que le début. Bientôt, tu écriras tous les mots que tu voudras. Léna regarda son nom sur la page, puis Auguste, ses yeux brillants de fierté et de détermination. Je veux apprendre toutes les lettres. Tous les mots. Et tu le feras, promit Auguste. Un petit peu chaque jour. Ils continuèrent pendant une autre heure. Auguste lui montra comment écrire des mots simples, soleil, lune, ciel. Léna absorbait tout avec une soif de connaissance qui l'étonnait. Parfois, elle se frustrait quand une lettre ne sortait pas correctement, mais elle continuait d'essayer, déterminée à réussir. En la regardant former soigneusement les lettres du mot livre, Auguste ressentit une prise de conscience soudaine et profonde. Ce qu'il faisait était plus qu'une simple leçon. Il n'enseignait pas seulement à Léna à écrire, il lui donnait des outils pour l'avenir. Un avenir qu'il pouvait soudain voir plus clairement. Un avenir dans lequel Léna grandirait dans cette maison, apprendrait à lire et à écrire, irait à l'école, se ferait des amis et affronterait des défis. Un avenir dans lequel il serait là pour la guider, la soutenir et l'aimer. Un avenir qu'il n'aurait jamais cru possible il y a quelques semaines à peine. Auguste. La voix de Léna le ramena à la réalité. Regarde, j'ai réussi. Elle désigna le mot fleur, qu'elle avait écrit sans aide, en copiant l'exemple d'Auguste. C'est parfait, la loua-t-il, ressentant une bouffée de fierté comme il n'en avait jamais connu auparavant. Ce n'était pas pour ses propres réalisations, mais pour quelqu'un sous sa garde. Demain, on pourra en faire plus? Demanda Léna avec espoir. Tous les jours si tu veux, répondit Auguste. Nous pouvons en faire une partie de notre routine, après le petit déjeuner et avant d'aller au jardin. Oui, acquiesça-t-elle avec enthousiasme. Un jour, je pourrai lire un livre entier toute seule. Certainement, l'assura Auguste. Plutôt que tu ne le penses. Alors que le crépuscule tombait, Auguste ferma le cahier et suggéra qu'il prépare le dîner. Mais avant de se lever, Léna le regarda avec ce sérieux soudain qu'elle avait parfois. « Merci de m'apprendre, dit-elle simplement. »« C'est un plaisir, répondit-il, sentant sa gorge se serrer d'émotion. Alors qu'il se dirigeait vers la cuisine, la petite main de Léna dans la sienne, Auguste pensa au cahier avec les lettres et les mots qui seraient conservés, peut-être pour toujours, comme un enregistrement tangible du début de leur voyage ensemble. Le début de quelque chose qui continuerait de grandir dans les années à venir. Ils construisaient un avenir. Un avenir que, d'une certaine manière,
Clara semblait avoir aidé à créer, même si elle n'était plus là. Et au lieu de la douleur, cette pensée apportait une paix étrange. Lettre par lettre, mot par mot, jour après jour, ils construiraient cet avenir ensemble. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en près de 2 mois depuis que Léna était entrée dans la vie d'Auguste. Le manoir, autrefois silencieux et sans vie, résonnait maintenant du bruit de pas légers et du rire d'un enfant. Les leçons d'écriture progressaient, Léna pouvait déjà former des phrases simples et lisait des mots courts avec une confiance croissante. Chaque jour, Auguste devenait plus conscient que cet arrangement temporaire s'était transformé en quelque chose de permanent. Léna n'était plus seulement une visiteuse, elle faisait partie de sa vie, de sa maison, de son cœur. L'idée de se séparer d'elle lui semblait désormais impossible. Cette prise de conscience le conduisit à une décision importante, officialiser la garde de Léna. Un jeudi matin, alors que Léna était dehors dans le jardin avec Martha, la gouvernante qui venait maintenant tous les jours et avait développé une affection particulière pour la fillette, Auguste s'assit dans son bureau pour s'attaquer aux formalités nécessaires. L'avocat de la famille avait préparé les documents préliminaires d'adoption, une pile intimidante de formulaires, de déclarations et de requêtes qui exigeaient toute son attention. Auguste commença à les remplir méticuleusement, jetant de temps en temps un coup d'œil par la fenêtre à Léna qui jouait parmi les fleurs. Tout en travaillant sur les documents, il réalisa qu'il avait besoin de détails financiers à jour. Il avait abandonné la gestion de son entreprise pendant son année de deuil, laissant tout à son associé, Thomas. Maintenant, pour le processus d'adoption, il avait besoin d'une vision claire de sa situation. Auguste ouvrit son ordinateur portable, chose qu'il faisait rarement avant l'arrivée de Léna, et accéda au système de l'entreprise. Il fut choqué par les centaines de mails non lus qu'il attendait, beaucoup marqués comme urgents. Avec un soupir, il les ignora pour le moment et alla directement au rapport financier. Immédiatement, quelque chose attira son attention. Les chiffres ne semblaient pas corrects. Les revenus étaient à peu près ce à quoi il s'attendait, mais les dépenses d'exploitation avaient grimpé en flèche. Intrigué, Auguste creusa plus profondément, ouvrant rapport après rapport et comparant les données actuelles aux archives historiques. Plus il enquêtait, plus le tableau devenait troublant. Il y avait des transactions suspectes, des sommes importantes envoyées sur des comptes offshore, des contrats avec des fournisseurs inexistants, des dépenses gonflées et injustifiées. Un schéma clair, indubitable. « Thomas » murmura Auguste, sentant un mélange de colère et de déception l'envahir. Son associé depuis plus de 15 ans avait profité de son absence pour détourner des fonds de l'entreprise. Ce n'étaient pas de petites sommes, mais des millions qui avaient disparu pendant l'année où Auguste s'était perdu dans son chagrin, déconnecté du monde. Les mains tremblantes, Auguste continua de creuser, documentant chaque irrégularité. Les preuves étaient indéniables. L'homme en qui il avait eu une confiance absolue l'avait trahi de la pire des manières. Ses appels téléphoniques insistants, ces messages désespérés de Thomas suppliant Auguste de revenir à l'entreprise, ce n'était pas par inquiétude, mais des tentatives de maintenir les apparences avant que tout ne s'effondre. L'estomac d'Auguste se noua. Comme il avait été aveugle, comme il avait complètement abandonné ses responsabilités, permettant à quelque chose d'aussi énorme de se produire juste sous son nez. La porte du bureau s'ouvrit doucement, interrompant ses sombres pensées. Léna entra, sa robe légèrement tachée de terre, les joues roses d'avoir joué au soleil. Martha a dit que le déjeuner serait bientôt prêt, annonça-t-elle en s'approchant de son bureau. Remarquant son expression troublée, elle demanda « Qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as l'air triste. » Auguste essaya de sourire, mais n'y parvint pas. Comment pouvait-il expliquer quelque chose d'aussi complexe à une enfant de 5 ans ? Comment parler de trahison, de détournement de fonds et de fraude ? J'ai découvert que quelqu'un en qui j'avais confiance a fait quelque chose de très mal, dit-il finalement, choisissant des mots simples. Léna grimpa sur la chaise à côté de lui, regardant curieusement l'écran rempli de chiffres et de graphiques. « C'est quoi tout ça ? » demanda-t-elle en désignant l'ordinateur. « Des informations sur mon entreprise, » expliqua Auguste. « Ça montre que quelqu'un a pris de l'argent qui n'était pas à lui. » Léna hocha la tête avec un sérieux qui la faisait parfois paraître plus âgée qu'elle ne l'était. « Beaucoup d'argent ? » ?»« Oui, pas mal. »« C'est pour ça que tu es triste ?» Auguste réfléchit un instant. Était-ce vraiment l'argent ? Non, c'était plus que ça. Je suis triste parce que c'était un ami. Quelqu'un en qui j'avais confiance. Léna resta silencieuse quelques secondes, comme pour traiter la complexité. « C'est ton ami Thomas ?» demanda-t-elle finalement. « Celui qui appelle toujours ?» Auguste la dévisagea, surpris. « Comment connais-tu Thomas ? »
Il a appelé hier quand tu étais dans le jardin. J'ai répondu. Il n'arrêtait pas de demander quand tu reviendrais à l'entreprise. L'innocence avec laquelle elle relatait cela contrastait vivement avec la gravité de la situation. Auguste sentit une vague de protectionnisme. Il ne voulait pas que Léna ait la moindre interaction avec quelqu'un comme Thomas. Oui, c'est lui, confirma Auguste. Puis, regardant l'enfant à côté de lui et les papiers d'adoption sur le bureau, il ressentit une soudaine clarté. Si ce n'était pas pour toi, je ne serais jamais revenu, dit-il, la voix tremblante. Je n'aurais jamais vu ça. C'était vrai. Si Léna n'était pas apparue dans sa vie, Auguste serait probablement toujours isolé dans son chagrin, laissant Thomas continuer son stratagème jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de l'entreprise qu'il avait bâtie. Sentant l'émotion dans sa voix, Léna tendit la main et prit sa grande main dans la sienne, un geste de réconfort étonnamment adulte. « Mais maintenant tu es là, dit-elle simplement. Et tu l'as vu. » Ces mots simples frappèrent Auguste comme une révélation. Oui, il était là. Il ne se cachait plus, n'évitait plus la vie. Il était présent, conscient, capable d'agir. Tout cela parce qu'une petite fille l'avait doucement ramené au pays des vivants. « Tu as raison, » acquiesça-t-il en lui serrant doucement la main. « Je suis là maintenant. » Il jeta un coup d'œil aux fichiers sur l'ordinateur et aux documents d'adoption sur le bureau. Il ne laisserait pas Thomas détruire tout ce qu'il avait construit, pas alors qu'il avait maintenant une raison encore plus importante de se battre. « Je vais devoir régler ça, » dit-il, plus à lui-même qu'à Léna. « Tu vas te battre avec ton ami » demanda-t-elle, inquiète. « Pas exactement me battre, » clarifia Auguste. « Mais je dois le faire rendre l'argent et répondre de ce qu'il a fait. Et je devrais retourner diriger l'entreprise. » Ça veut dire que tu quitteras beaucoup la maison ? La véritable inquiétude de Léna transparaissait dans sa voix. Auguste sourit, ému par son inquiétude. « Parfois, oui. Mais pas comme avant. Je trouverai un équilibre. Tu seras toujours ma priorité. » Léna parut rassurée par cela. « Je pourrai venir avec toi parfois ? » Absolument. Tu pourras voir mon bureau. Il a une vue incroyable sur la ville. Ses yeux s'illuminèrent. « Je pourrai y dessiner ? » Bien sûr. À cet instant, avec Léna à ses côtés, Auguste ressentit une détermination qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années. Il reprendrait le contrôle de l'entreprise, non seulement pour sauver l'affaire qu'il avait bâtie, mais dans un but plus profond. Ses décisions et ses actions affectaient maintenant non seulement lui-même, mais aussi la petite personne qui était devenue le centre de son monde. Il le ferait pour elle, pour garantir son avenir, pour donner l'exemple de l'intégrité et de la responsabilité. Et il le ferait pour lui-même, parce qu'il méritait de récupérer cette partie de son identité, parce qu'il en était capable, parce qu'il était vivant. « On déjeune » suggéra Léna en sautant de la chaise. « Allons-y » acquiesça Auguste, sauvegardant ses fichiers et fermant l'ordinateur portable. Les problèmes de l'entreprise pouvaient attendre quelques heures. Pour l'instant, il était temps d'être présent pour sa nouvelle famille. En suivant Léna hors du bureau, Auguste sentit une certitude grandissante. La vérité, aussi douloureuse soit-elle, avait été un cadeau, un réveil nécessaire, un appel à l'action. Et il était prêt à y répondre. Dans les mois qui suivirent, de profonds changements survinrent au manoir Rhéna. L'hiver laissa place au printemps, et de nouvelles traditions fleurirent entre Auguste et Léna. Ce qui avait commencé comme une rencontre inattendue devint quelque chose de permanent, défini non seulement par des papiers légaux, mais aussi par des rituels quotidiens tissant ensemble la trame d'une véritable famille. Les dimanches étaient emplis de l'odeur de crêpes fraîches dans la cuisine. Auguste se levait plus tôt ces jours-là, préparant soigneusement la pâte, farine, œufs, lait, une pincée de cannelle. Quand Léna descendait en pyjama, les cheveux en désordre par le sommeil, elle trouvait la table mise avec des serviettes colorées, un pichet de jus d'orange fraîchement pressé et un assortiment de garnitures pour crêpes, miel, fruits frais, chocolat fondu. « Bonjour, marmotte » disait Auguste en retournant adroitement une crêpe dans la poêle. Léna grimpait sur sa chaise, les yeux brillants d'anticipation. « J'ai déjà fait 3 dessins avant de descendre » annonçait-elle souvent, comme si elle était debout depuis des heures, même si ce n'était que quelques minutes. Ces matinées dominicales devinrent sacrées, pas de téléphone décroché, pas de mails consultés, juste Auguste et Léna parlant de tout et de rien, planifiant leur journée, inventant des histoires tout en savourant des crêpes chaudes. Les mardis, après le retour de Léna de sa nouvelle école maternelle, ils cueillaient des fleurs fraîches dans le jardin désormais florissant. Ensemble, ils créaient des arrangements simples pour chaque pièce de la maison, un rituel que Léna avait commencé spontanément dès les premiers jours et qui était devenu une tradition.
Les fleurs rendent la maison heureuse, expliquait-elle en plaçant soigneusement quelques marguerites dans une tasse sur la table de la cuisine. Chaque soir, sans faute, il y avait l'heure de l'histoire avant le coucher. Auguste s'asseyait sur le bord du lit de Léna, livre à la main, lisant avec des voix différentes pour chaque personnage, à son grand plaisir. À mesure que les compétences en lecture de Léna s'amélioraient, elle lisait parfois elle-même des paragraphes simples, prononçant lentement chaque mot, Auguste l'aidant au besoin. « Juste une page de plus », suppliait souvent Léna, même si ses yeux devenaient lourds de sommeil. « Seulement une de plus, alors », acquiesçait toujours Auguste, incapable de refuser ses yeux vers suppliant. Les routines apportaient de la sécurité à Léna, qui avait connu tant d'instabilité dans sa courte vie. La prévisibilité était un cadeau précieux. Pour Auguste, c'était une ancre pour le maintenir présent et engagé dans la vie d'une manière qu'il n'aurait jamais cru possible après avoir perdu Clara. Le manoir, autrefois si silencieux qu'il ressemblait à une tombe, avait maintenant son propre rythme, sa propre musique, le bruit de petits pas courant dans les couloirs, des rires résonnant contre les murs, des conversations pendant le dîner, la petite voix de Léna chantant dans le bain. La maison respirait à nouveau. Un jeudi soir, 4 mois après l'arrivée de Léna, quelque chose de spécial se produisit. Ils étaient dans la cuisine, préparant le dîner ensemble, une activité qu'Auguste trouvait étonnamment agréable. La tâche de Léna était de laver les tomates pour la salade, debout sur un tabouret pour atteindre l'évier. « Ne les laisse pas tomber », l'avertit Auguste en la regardant tout en hachant les autres légumes. « Je sais, papa », répondit-elle nonchalamment, concentrée sur sa tâche. « Je fais attention. » Le mot flotta dans l'air. « Papa », prononcé si naturellement, sans hésitation, comme si cela avait toujours été ainsi. Auguste se figea, le couteau suspendu. Une vague d'émotion monta dans sa poitrine, lui nouant la gorge. C'était la première fois que Léna l'appelait ainsi. Remarquant le silence soudain, Léna se tourna pour le regarder. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-elle, inquiète. « J'ai fait quelque chose de mal ?» Auguste déglutit la boule dans sa gorge et sourit. « Non, tu n'as rien fait de mal. C'est juste, tu m'as appelé papa. »« Oh » dit Léna, comme si elle venait de s'en rendre compte. Puis, avec une franchise enfantine, elle demanda « Tu n'aimes pas ?»« J'adore l'entendre » dit Auguste, posant le couteau et s'approchant d'elle. « J'adore ça, vraiment. » Le visage de Léna s'illumina d'un large sourire. « Alors je le dirai tout le temps. » Et ce fut ainsi. Après cette nuit-là, papa devint le mot le plus fréquent sur les lèvres de Léna. Elle l'utilisait comme si Auguste avait toujours été son père, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Le processus d'adoption avançait lentement, comme prévu. Auguste avait engagé les meilleurs avocats, préparé tous les documents nécessaires et enduré d'innombrables entretiens et évaluations. L'affaire de détournement de fonds impliquant Thomas compliquait quelque peu les choses. Des enquêtes étaient en cours, des poursuites judiciaires se préparaient. Mais la plupart des employés saluèrent le retour d'Auguste à la direction, et tout son entourage était impressionné par la façon dont il équilibrait ses nouvelles responsabilités avec la paternité. Finalement, par un matin d'automne ensoleillé, l'appel téléphonique tant attendu arriva. Auguste décrocha dans son bureau à domicile, tandis que Léna dessinait sur une petite table à côté de lui, comme elle le faisait souvent lorsqu'il devait travailler à la maison. « Monsieur Reyna, j'ai le plaisir de vous informer que le juge a approuvé l'adoption. Le certificat sera prêt à être retiré demain matin. » Auguste remercia l'appelant et raccrocha, restant immobile un instant pour absorber la nouvelle. C'était officiel. Après près de 7 mois, Léna était légalement sa fille. Léna Reyna. « Qu'est-ce qu'il y a, papa ?» demanda Léna, remarquant son expression émue. Auguste se tourna vers elle, un large sourire se répandant sur son visage. « Léna, le juge a approuvé notre adoption. Tu es officiellement ma fille maintenant. Légalement, ton nom est Léna Reyna. » Léna laissa tomber ses crayons de couleur et courut vers lui, lui jetant les bras autour du cou avec une telle force qu'il faillit basculer de sa chaise. « Je suis vraiment une Reyna ?» demanda-t-elle, les yeux brillants de joie. « Vraiment ?»« Oui, vraiment » affirma Auguste en la serrant fort. « Pour toujours. » Après une longue étreinte, Auguste se recula doucement pour la regarder. « Je pense que nous devons fêter ça » annonça-t-il. « Que dirais-tu d'aller quelque part de spécial aujourd'hui ? » « Où ?» demanda Léna, l'excitation brillant dans ses yeux. « As-tu entendu parler du parc d'attractions près du lac ? Il y a une grande roue géante, des manèges, des montagnes russes. » Les yeux de Léna s'écarquillèrent. « Je ne suis jamais allé dans un parc comme ça. On peut vraiment y aller ?
Bien sûr que nous pouvons. En fait, je pense que nous devrions y aller tout de suite. Qu'en dis-tu? La joie sur le visage de Léna fut toute la réponse dont il avait besoin. 2 heures plus tard, Auguste se gara sur le grand parking du parc d'attractions. Main dans la main, ils se dirigèrent vers les portes colorées d'où s'échappait une musique joyeuse et les cris excités des gens sur les manèges. Léna sautillait d'excitation en marchant, vêtue d'une robe jaune vif et de baskets blanches, ses cheveux sombres en 2 tresses. Elle ressemblait à l'incarnation de la joie enfantine. « C'est si grand !» s'exclama-t-elle une fois à l'intérieur, tournant sur elle-même pour tout embrasser du regard. « Par où commençons-nous » Auguste sourit, contaminé par son enthousiasme. « Où tu veux. C'est ta journée spéciale. » Les yeux de Léna furent immédiatement attirés par l'énorme grande roue qui se dressait contre le ciel bleu. « On peut aller là-dessus? La grande roue? Bien sûr que nous pouvons. » Toujours main dans la main, ils s'y dirigèrent. Dans la file d'attente, Léna ne pouvait s'empêcher de sautiller sur la pointe des pieds d'excitation. « Tu es déjà monté sur un de ceux-là » demanda-t-elle. « Quelquefois, dit Auguste. Mais jamais avec toi. Alors ce sera comme la première fois pour moi aussi. » Quand ils montèrent enfin dans l'une des cabines, Léna serra fort la main d'Auguste alors que le manège commençait. « Tu as peur » demanda-t-il doucement. « Juste un peu, » admit-elle, regardant le sol s'éloigner alors qu'il montait plus haut. « Mais c'est la bonne sorte de peur. » Auguste comprit exactement ce qu'elle voulait dire. La bonne peur, celle qui vient avec l'anticipation de quelque chose de merveilleux. La peur qui fait partie de l'aventure, pas un obstacle à celle-ci. Alors que leur cabine grimpait, la vue s'ouvrit devant eux, le lac scintillant au loin, la ville s'étendant à l'horizon, les gens en bas rétrécissant à des silhouettes miniatures. « Papa, regarde comme tout est petit !» s'exclama Léna, sa peur initiale oubliée alors qu'elle pressait son visage contre la vitre. « Nous sommes au sommet du monde » dit Auguste en sortant son téléphone. « Prenons une photo pour nous souvenir de ce jour. » Léna se positionna à côté de lui, tous deux souriant alors qu'Auguste tendait le bras pour le selfie. Derrière eux, le ciel bleu et la ville minuscule. Devant, 2 visages radieux, une nouvelle famille célébrant son premier jour officiel. Le reste de l'après-midi fut un tourbillon de plaisir. Léna insista pour essayer presque tous les manèges adaptés à son âge. Ils tournèrent sur des carousels, rirent dans les tasses tournantes, se firent tremper sur le manège aquatique et mangèrent de la barbe à papa jusqu'à ce que leur langue devienne bleue. Quand le soleil commença à se coucher, ils s'assirent sur un banc pour se reposer, chacun tenant un cornet de glace. « C'est le meilleur jour de ma vie » déclara solennellement Léna, le visage barbouillé de glace au chocolat. Auguste sourit doucement, lui essuyant le menton avec une serviette en papier. « Le mien aussi. » Léna le regarda avec cette expression sérieuse qui apparaissait parfois sur son visage d'enfant. « Je suis vraiment ta fille maintenant? Pour de vrai? » « Tu l'as toujours été, » répondit sincèrement Auguste. Les papiers ont juste officialisé ce que nous savions déjà dans nos cœurs. Satisfaite, Léna retourna à sa glace qui fondait rapidement. « On pourra revenir ici pour mon anniversaire? » « Nous pourrons revenir quand tu voudras, » promit Auguste. « Et nous pourrons découvrir de nouveaux endroits aussi. Le monde est plein de choses merveilleuses à explorer ensemble. » Sur le chemin du retour, Léna s'endormit sur la banquette arrière, épuisée par toute cette excitation. Auguste conduisait en silence, jetant de temps en temps un coup d'œil dans le rétroviseur à sa fille endormie. Sa fille. Enfin, et officiellement. C'était comme si la vie leur avait donné non seulement un nouveau départ, mais une nouvelle enfance. Pour Léna, la chance de grandir avec sécurité, amour et stabilité. Pour Auguste, la chance de redécouvrir le monde à travers ses yeux, de trouver de la joie dans les choses les plus simples, d'apprendre à revivre. Dans les semaines qui suivirent la finalisation de l'adoption, Auguste se consacra à un projet spécial. La chambre que Léna utilisait, celle qui était autrefois le bureau de Clara, était bien, mais Auguste voulait lui offrir quelque chose de plus, un tout nouvel espace conçu juste pour elle, rempli de couleurs et de joie. Pendant que Léna était à l'école, Auguste travailla avec des décorateurs, choisissant chaque détail avec soin. Ils peignirent les murs d'un bleu marine doux et ajoutèrent un décalcomanie floral sur un mur. Des rideaux à motifs floraux laissaient entrer la lumière tout en se balançant dans la brise. Un nouveau lit en forme de petite maison, avec un baldaquin doux, des étagères pour les histoires et les jouets, un petit bureau pour dessiner et faire ses devoirs, et un fauteuil de lecture confortable. Un plafonnier qui projetait des étoiles lorsqu'il était allumé, plus une lampe de table en forme de lune. Chaque détail fut choisi en tenant compte des préférences de Léna, fleurs,
couleurs, histoire, lumière. C'était une chambre digne d'une princesse, sans être excessive, confortable, pratique, parfaite pour une fillette de 5 ans active et curieuse. Le jour où tout fut terminé, Auguste alla chercher Léna à l'école plus tôt. « J'ai une surprise pour toi à la maison », dit-il en conduisant. « Quel genre de surprise ?» demanda-t-elle, essayant de lui soutirer plus d'informations. « Si je te le dis, ce ne sera plus une surprise, n'est-ce pas ?» Quand ils arrivèrent, Auguste demanda à Léna de fermer les yeux et la guida en haut des escaliers jusqu'à la porte de la nouvelle chambre. « D'accord, tu peux les ouvrir maintenant, dit-il. » Les yeux de Léna s'écarquillèrent d'étonnement. Elle resta immobile quelques secondes, absorbant chaque détail de la chambre transformée. Puis, laissant échapper un petit cri de joie, elle courut à l'intérieur, tournant sur elle-même pour tout voir. « Tout ça, c'est pour moi ?» demanda-t-elle, incrédule. « Tout ça, tout pour toi », confirma Auguste, observant sa réaction le cœur plein. Léna toucha le lit, les rideaux, se précipita pour voir les livres sur les étagères, testa la chaise de bureau. Tout semblait magique, extraordinaire. « Regarde, papa, il y a même un endroit spécial pour mes dessins. » Auguste avait installé un grand tableau en liège sur un mur pour que Léna puisse y épingler ses créations. Après avoir examiné chaque recoin, Léna se précipita vers Auguste, qui était toujours à la porte, observant sa joie. Elle le serra dans ses bras avec toute la force que ses petits bras pouvaient rassembler. « Merci, papa, dit-elle, la voix étouffée contre son torse. C'est la plus belle chambre du monde entier. » Auguste s'agenouilla pour la regarder dans les yeux, lui tenant ses petites mains. « Tu sais, Léna, j'ai beaucoup pensé à la façon dont nous nous sommes rencontrés. À comment, un jour ordinaire, j'ai décidé de conduire sans but et j'ai fini par te trouver, avec ce collier. » Léna toucha instinctivement le collier de saphir qu'elle portait toujours tous les jours. « Ce collier nous a réunis, » continua Auguste, la voix remplie d'une douce émotion. « Et maintenant, je suis si reconnaissant de t'avoir trouvé. Parce que quand je l'ai fait, j'ai recommencé à vivre. » Les yeux verts brillants de Léna se remplirent de larmes. Elle ne comprenait pas tout à fait, mais elle comprenait la partie la plus importante, qu'elle était aimée, qu'elle avait sa place, qu'elle avait un foyer. « Je t'aime aussi, papa, » dit-elle simplement, lui jetant les bras autour du cou dans une étreinte serrée. Cette nuit-là, après que Léna se fut endormie dans sa nouvelle chambre, Auguste descendit au salon. Il alluma un feu dans la cheminée, même s'il ne faisait pas très froid, et s'assit sur le canapé, contemplant un nouvel ajout au décor. Au-dessus de la cheminée, 3 objets étaient maintenant soigneusement placés. À gauche, une photo de Clara, souriant dans son jardin bien-aimé. À droite, une photo plus récente, Léna et Auguste sur la grande roue, tous deux rayonnant vers l'appareil photo, un ciel bleu derrière eux. Et au centre, dans une petite vitrine en verre, le collier de saphir, soigneusement exposé. Auguste avait demandé à Léna s'il pouvait placer le collier là où tout le monde pourrait voir sa beauté, et elle avait accepté avec une facilité surprenante. « Comme ça, il sera en sécurité », avait-elle dit. « Et ce sera comme si elle était toujours avec nous. » En regardant cet arrangement où la femme qu'il aimait, l'enfant qu'il avait sauvé, et le lien mystérieux entre eux, Auguste ressentit une paix qu'il n'avait pas éprouvée depuis longtemps. Ce n'était pas la fin de la nostalgie ou de la tristesse, mais leur transformation en quelque chose de plus doux, quelque chose qui laissait aussi de la place au bonheur. Un manoir qui ressemblait autrefois à un mémorial de souvenirs douloureux était maintenant un foyer vibrant. Il y avait du son, des rires, des conversations, de la musique, le pité-paté de petits pieds. Il y avait de la couleur, des vases de fleurs, des dessins au mur, des jouets parfois éparpillés. Il y avait de la chaleur des câlins matinaux, des histoires partagées et des mains tenues ensemble. Il y avait de la vie. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines. Laissez un j'aime car cela aide cette histoire à être recommandée à plus de personnes. À la prochaine.